quelle forme de soutien est-ce qu'une maman entrepreneur attend en fait de la part de son mari? Je sais pas si tu peux nous en parler. Je sais même pas si tu le sais vraiment, mais... Non, ben, le truc c'est que nous les femmes, on a des attentes tellement élevées et tellement nombreuses que je sais même pas ceci. Donc vous comprenez qu'on soit perdu parfois. Ah non, mais je comprends totalement. Et puis tu sais, des fois, je dis tout le temps à mon conjoint, franchement, si j'avais dû être avec moi-même, je pense que je me serais quittée il y a un moment. Parce que franchement... larguée, c'est ça? Ah, je me serais larguée, hein. En tout cas, l'ancienne, moi, parce que je peux te dire que j'étais chiante. Mais jusqu'à maintenant, je suis toujours en train de rouspéter. Oui, en plus, je suis maniaque, donc tu vois, c'est pas un bon mix. Mais en fait, c'est... Je sais même pas. Là, je vais plutôt peut-être parler avec le recul et l'expérience et puis surtout ce dont on sort. Et puis j'entendais une autre coach que je suis et que j'aime beaucoup. Mais en fait, elle a été ma coach pendant 4 semaines aussi. Elle avait fait une capsule disant que on a tendance à attendre du soutien de nos familles, de nos partenaires, mais en fait qu'on n'a pas besoin de leur soutien parce que peu importe ce qu'ils nous donneront comme soutien, de toute façon, ce sera jamais suffisant pour nous et qu'on a en nous les ressources en fait dont on a besoin pour ça. Et à la limite, le soutien, on peut l'avoir auprès d'autres entrepreneurs qui vont vivre la même chose que nous. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que moi, j'attendais quelque chose de mon conjoint, tu sais, qu'il pouvait pas me donner, en tout cas pas exactement ce que je voulais. Et avec le recul, et justement, il y a 4 jours, là, quand on était dans notre crise, il a mis des mots là-dessus, et puis c'est ce que je pensais, mais je ne lui avais jamais dit comme ça. Il m'a fait réaliser que son support à lui, il me dit oui, c'est vrai que je ne te demande pas tous les jours ce que tu fais, comment s'est passée ta journée. Et la coach en question, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, mon mari, lui aussi, il est entrepreneur. Il sait que j'ai un compte Instagram, mais il va pas regarder ce que je fais tous les jours et puis j'attends pas qu'il aille regarder. Et c'est vrai que moi, avant, j'attendais, tu sais, qu'il aille lire mes blogs, mes articles de blog, ou qu'il aille regarder mon site web, ou même s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'il aille voir ce que je faisais. Et tu sais, tout au fond, moi, je lui en voulais. Et je me disais, ouais, tu sais ce que je fais? En fait, non, tu sais même pas parce que tu vas pas regarder. Tu sais, j'en voulais, mais je disais rien. Et puis là, avec le recul et la maturité, j'ai réalisé, puis lui, c'est ce qu'il me disait, que sa forme de soutien, c'est quand je lui dis, j'aimerais aller à telle soirée de réseautage, ou j'aimerais aller manger au restaurant avec les filles, ou j'ai tel appel Zoom, j'ai tel appel avec ma coach, est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Il n'y a pas une fois où il n'a pas dit non. Et je ne peux pas te dire le nombre de fois où j'ai posé la question. Et il m'a jamais dit, tu sais, bon, des fois, il m'envoyait des petites piques pour me taquiner parce qu'il savait que ça allait m'embêter, la culpabilité. Il me disait, tu te rappelles que tu as une famille, que tu as des enfants, je suis père et mère pour eux. Tu sais, il me taquinait comme ça, mais jamais il m'a fait de reproches. On me disait, encore, tu ne fais que ça. Donc, soit ça, c'est son soutien et surtout le côté financier aussi parce que pendant longtemps, je suis restée dans ce mindset de culpabilité, de je l'empêche de poursuivre ses propres objectifs parce qu'il avait telle chose. Et maintenant, si tu veux, j'arrive à me rassurer parce qu'encore une fois, il m'a dit non, je n'ai rien à te dire là-dessus. Et je me dis, ok, rassure-toi, c'est oui, tu l'as, ne te repose pas là-dessus du genre, ok, il y a mon conjoint financièrement qui s'occupe de nous, mais tu sais qu'il est là, donc arrête de te précipiter et fais les choses correctement. Et quand de toute façon, quand tu fais les choses correctement, tu sais, les résultats viennent plus facilement. Et je le constate. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment discuter et puis ne pas attendre des choses énormes parce qu'après, on est vraiment déçu et ça crée beaucoup de friction inutile, en fait. D'accord. Alors, tu sais que donc, cette émission, nous, on parle à tout le monde, mais on a un public majoritairement afro, ou afro-descendant. Est-ce que tu penses que je vais pas dire des maris spécifiquement, même si c'est ton cas, mais des conjoints dans une famille noire, si tu me permets, il me semble que ton mari a des origines, oui, il est guadeloupéen aussi. Ouais. D'accord, voilà. Est-ce que tu penses que dans les familles, justement, on va dire 100% afro-descendants, c'est plus difficile, par exemple, pour toi, par exemple, est-ce que tu penses que si ton mari était, je sais pas, caucasien, était québécois, par exemple, est-ce que tu aurais eu plus de soutien? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques dans la communauté. On dit que les hommes noirs, par exemple, ne soutiennent pas les femmes, les entrepreneurs. Ouais. Là, j'ai plus envie de te dire, c'est sûr que l'ethnie va avec la culture.
Mais plus que l'ethnie, j'ai envie de te dire que c'est surtout culturel. Mais en tout cas, si je prends notre culture en Guadeloupe, en tout cas, déjà en Guadeloupe, là, je pense que ça a changé parce que tu sais, ça fait maintenant plus de 20 ans en fait, 21 ans que j'ai quitté la Guadeloupe. Donc même si j'y suis retournée, je vis plus là-bas, donc je ne vois pas les changements vraiment qui se font, enfin pas comme les gens qui vivent là-bas. Mais je sais qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et ce sont des gens de ma génération et de la génération d'après, donc les plus jeunes. Mais en tout cas pour les gens peut-être limite de ma génération, mais ceux d'avant, on n'avait pas cette culture entrepreneuriale. C'est la fibre entrepreneuriale, c'était pas quelque chose qui était développé chez nous. Ensuite, en Guadeloupe, on est dans une société où, même si oui, c'est l'homme dans la société ancien modèle, on va dire, c'est toujours l'homme qui pourvoit, donc celui qui va ramener, c'est qui prend soin de la famille au niveau financier, on va dire. Mais au final, c'est la maman, la femme qui est le pilier de la famille, qui reste le pied de la famille. Donc, elle a une place forte et elle a un rôle fort qui peut même être castrateur, en fait, vis-à-vis du mari. Donc, après, si je veux, en sachant ça, parce que je me dis qu'il faut prendre certaines choses en considération. Donc, en sachant ça, je pense qu'on peut dire que, oui, dans notre culture, je sais pas, en fait, c'est ça, je suis pas sûre. Tu peux le dire très ouvertement, les auditeurs peuvent le comprendre, parce qu'il y a des critiques en ce sens-là. Que, on va dire, le fait que si c'est un homme qui entreprend, pardon, c'est normal. La femme doit être derrière, sa conjointe. Mais si c'est une femme noire dans la société d'aujourd'hui, peut-être que son mari, son conjoint, ne sera pas forcément derrière lui. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, bien sûr, mais est-ce que c'est... qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, parce que tu vois là, en fait, c'est que j'essaie de te répondre, mais tu sais, de mon point de vue à moi, parce que c'est comme si je l'ai pas assez observé en vivant en Guadeloupe, parce que je n'ai pas eu j'ai pas connu en fait tant d'entrepreneurs que ça. Et je me rappelle, j'ai une amie dont les deux parents étaient entrepreneurs, et tu sais, j'ai toujours été admirative en fait. Et mais ce sont, je pense, les seules personnes que j'ai connues, enfin vraiment étant proches comme des entrepreneurs. Mais après, si on doit ramener ça de façon un petit peu plus générale, c'est le soutien homme-femme. Je te dirais que oui, c'est vrai que dans notre culture, en tout cas, c'est plus la femme qui a tendance à soutenir son mari, le soutenir dans sa carrière. Et c'est quelque chose que je retrouve encore chez des amis noirs de Guadeloupe, même qui vivent à l'étranger aussi, pas nécessairement au Canada, mais qui vivent à l'étranger. Et des amis qui sont mamans qui me disent « Oh, ben j'attends que mon mari ou mon conjoint soit plus stable, plus à l'aise, plus avancé dans sa carrière, qu'il ait progressé pour moi me concentrer sur mes projets, ou j'attends que les enfants rentrent à l'école. » Et là, je me dis « Mais wow, attends, non, ça va durer combien d'années ?» Et ça veut dire quoi, que toi, tu vas le soutenir éternellement, et puis tu sais, toi, tu fais rien pour toi. Donc, si tu veux, par rapport à ça, ouais, je trouve que il y a un déséquilibre. Vraiment un déséquilibre, et puis c'est plus la femme qui va venir soutenir son homme. Et je le vois, ma grand-mère qui a eu le temps de connaître mon conjoint, en fait, avant de partir, quand on allait manger chez elle, mais Véronique, tu ne sers pas Thomas? Thomas est assis là, à côté de la marmite, il est même plus près que moi, il peut se servir lui-même. Tu vois, la féministe en moi, là, de venir voir. Mais c'est sûr que... Super. Ouais, c'est pour ça que je dis l'ancien modèle. Mais, oui, c'est la société, il y a une évolution dans la société, je pense qu'il faut l'accepter, et il faut jouer le jeu, mais moi je pense qu'il faut pas non plus considérer que, par exemple, ce que ta grand-mère pense être quelque chose de normal, faut pas qu'on considère que c'est dégradant, en fait. C'est juste à leur époque, c'était comme ça, et c'était la culture, on va dire, aussi de l'époque. Donc, je pense que les deux se valent. Il y a une évolution dans la société, il faut aller accompagner cette évolution-là. Oui, mais aussi il faut voir que, et j'en discutais avec une amie, elle est mi-japonaise, mi-indienne, donc même si elle a grandi aux Antilles, mais elle a quand même grandi dans une culture différente, et justement on avait cette conversation où je lui disais, tu sais, bon, il y a certaines choses que je vois comme étant réductrices, c'est quand tu vois la femme qui apporte le repas à son mari et tout. Je disais, je le ferais. Mais c'est pas genre, tu rentres du travail et tout de suite, oh, chérie, tu sais, t'as passé une bonne journée, tu veux que je te serve ton repas? Et, tu sais, quand on a discuté, elle me disait que, tu sais, dans la culture orientale,
c'est leur façon aussi de montrer leur amour. C'est pas genre, ça n'a rien de rabaissant ou de dégradant Exactement. pour eux. Et c'est vrai que nous, dans notre mentalité d'occidentaux, c'est quand je vois ça, ça me fâche encore. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, je sais que des fois, avant le Covid, quand mon conjoint, par exemple, il rentrait du travail, si moi j'étais déjà là, c'est des fois, si je voyais qu'il était en train de, c'est pas prendre sa douche et tout, je lui servais son repas, même si nous on avait déjà mangé. Et tu sais, pourtant, ça n'a rien, il attendait pas ça de moi. Et pourtant, je me sentais pas rabaissée ou quoi. C'est ça vient aussi, il y a de l'amour. Mais, Exactement. Ouais. mais ouais. Ça n'a rien de dégradant. Est-ce que tu te considères comme féministe et quel type de féminisme? Oui. En fait, oui, je me considère comme une féministe, mais pas le genre, allez, on enlève nos soutiens-gorge et on les brûle, tu sais, Non, je me considère comme une féministe, mais une féministe qui attend quand même que les hommes et les femmes soient placés comment je peux dire, au même niveau. J'adore quand les hommes sont galants. C'est la galanterie, pour moi, c'est quelque chose, là, c'est mon côté vieux jeu. Mais c'est quand t'as un homme, un homme que tu connais pas, hein, mais qui va te retenir la porte ou te laisser passer. Je trouve ça tellement touchant. Mais de la même façon, tu sais, moi, je vais retenir la porte s'il y a des hommes, et puis tu sais, ils sont gênés, du genre, non, non, allez-y. Mais il y en a qui font, oh, merci. Donc, tu sais, je suis une féministe mais féministe dans le sens où, non, merde, désolé pour le gros mot, zut, la femme n'est pas faite genre pour rester à la maison et s'occuper des gamins. Et puis c'est quoi ces histoires c'est la femme qui se fait licencier, on lui reproche d'avoir eu des enfants. Et puis c'est quoi ces histoires, on demande toujours aux femmes, oh quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Tu penses pas devenir maman? Est-ce qu'un homme, on lui pose la question, quand est-ce que tu penses devenir père? Ou est-ce qu'un homme, on lui reproche de s'être absenté parce qu'il s'est occupé de ses enfants? Et féminisme, même de rester célibataire. Exactement, c'est vrai. Tout à fait. Ou j'ai perdu mon idée, mais c'est ça. Désolé, Je suis plus. Non, c'est pas grave. Je me perds toute seule, donc il y avait de fortes chances que. Mais c'est ça, c'est féministe dans ce sens-là, dans arrêter de réduire la femme à un rôle la femme reste à la maison, elle fait la bouffe, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui doit absolument prendre des jours de maladie quand les enfants sont malades, c'est la mère qui doit être au foyer alors qu'il y a des pères au foyer et puis ils s'éclatent, ils sont vraiment... C'est tout à fait normal. Exactement, ce sont leurs enfants. Et puis féministe aussi dans le sens parce que j'ai des amis qui ont fait ça et quand j'entendais ça, j'avais juste envie de les prendre et de les secouer. Non, mais tu comprends, comme le bébé vient de naître, hein, elle se remet d'une péridurale, ça te fait super mal. Mais non, mais je vais dormir dans le salon sur un matelas parce que bon, comme le bébé pleure et que lui, il travaille, je veux pas le réveiller. Je me dis... Tu sais, je me dis, mais purée... On l'a pas fait à deux, l'enfant. C'est ça. Et même mon conjoint, quand il entend ça, ça l'enrage. Il me dit, mais il me semble qu'ils l'ont fait à deux, cet enfant. Il dit, oui. Exactement. Il peut venir tout seul. Et puis, non, pour moi, c'est ton gosse. Donc, non, tu vas t'en occuper. Donc, c'est féministe dans ce sens-là. Mais qui apprécie toujours de bons petits gestes de galanterie. D'accord. Mais qui veut aussi se montrer galante, tu sais, vis-à-vis de la jante masculine, quoi. Je suis pour l'égalité des sexes, en fait. Exactement. Ça, ouais. Nous, c'est ce qu'on prône aussi ici, aujourd'hui, dans la société actuelle. Les femmes entreprennent, les hommes entreprennent. Donc, il n'y a pas de raison, et les deux travaillent aussi, que ce soit dans le salariat. Il n'y a pas de raison que soit traité différemment, même en termes de salaire dans les entreprises. Finalement, pourquoi cette différence-là? Donc, tout à fait. Non, merci. Tu as partagé des choses assez personnelles et profondes avec nous de cette partie-là et je te remercie pour ça. Mais avec plaisir. Alors, comme je te disais, on va revenir dans le game des coachs. Oui. Donc, moi, je suis pas mal des coachs, que ce soit des hommes ou des femmes. Que penses-tu en fait de l'évolution des coachs? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution qui soit dirigée en fait à travers des réseaux sociaux? Je m'explique. Il y a toujours eu des coachs ou des mentors. Avant, on avait plus des mentors. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en fait, il y a à la fois une multiplication donc des propositions, mais aussi des différences dans les stratégies en fait de coaching? Est-ce que tu penses que c'est dû aux réseaux sociaux? Et est-ce que c'est en fait quelque chose
positif ou négatif pour toi? Le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher les gens, alors qu'avant, on n'avait pas forcément besoin de ça. Est-ce que ça peut être quelque chose d'impactant ou quelque chose qui peut avoir des nuisances, on va dire? Ouais. Ben, je pense que pour être une fille, c'est très social, même si, bon, enfin, à 51%, je suis solitaire, c'est où je vais rester dans mon coin, mais à 49% social. Je préfère les interactions en face à face. C'est parce que, bon, même à travers un écran, tu peux sentir l'énergie des gens, mais les interactions en personne, c'est tout autre chose. Pourtant, c'est ça, pour maintenant évoluer dans la sphère digitale, je trouve que l'avantage, c'est que ça te permet d'atteindre en fait des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Et c'est ce que je trouve fantastique. Et ce que j'aime aussi des réseaux sociaux, c'est cette connexion. Moi, c'est un petit peu comme quand je travaillais en bureau et que j'avais des clients. Des fois, je les voyais jamais en fait, parce qu'à l'époque, les appels en visio, ça n'existait pas vraiment. Tu sais, on se parlait au téléphone et on développait une relation de confiance. Des fois, on plaisantait. Des fois, quand je voyais leur numéro, tu sais, j'étais contente parce que je savais que c'était eux, que ça allait bien se passer. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça te permet cette sorte de connexion. Ça, c'est le bon côté. Le côté le moins fun, je dirais, c'est que tu peux trouver de tout et de n'importe quoi. Tu vois, et en fait, ce qui m'énerve, même moi en tant que coach, c'est que j'utilise le marketing, mais j'utilise que les choses du marketing qui résonnent avec moi. Et d'ailleurs, je disais ça à ma meilleure amie, je dis, je suis consciente que ça fait que j'ai une croissance plus lente, mais c'est pas grave, ça reste en accord avec mes valeurs. Mais par exemple, je vois comment des fois les gens vont t'approcher, et puis c'est les histoires de follow, unfollow. Ça, je trouve ça lamentable. Et ou des gens qui te contactent, ou te disent hey, bonjour, ouais, comment ça va et tout, ou dès que tu vas t'abonner à eux, bim, direct, ils t'envoient hey, salut, ils prennent même pas le temps de connaître ton prénom. Et puis c'est un robot de toute façon, ils utilisent des bots. Et puis c'est hey, salut, rejoins ma masterclass ou récupère tel outil. Il n'y a aucune connexion qui se bâtit. Donc si tu veux, il y a les deux. T'as les gens, les personnes authentiques qui, même s'il y a les réseaux sociaux, les gens qui vont rester humains et bâtir de vraies relations avec les gens et ne vont pas nécessairement essayer de faire de chaque contact un client. Et t'as ceux qui sont pour moi comme, je ne dirais même pas des requins, mais je les vois comme des rapaces, où c'est la quête aux followers, la quête aux clients, et vas-y, je te balance mon truc, même si je sais même pas qui tu es. Tiens, achète ma voiture, tu sais même pas si j'ai le permis déjà, ou peut-être que j'utilise des vélos, tu vois. Donc ouais, c'est plus ça que je trouve dérangeant. Et après, je vois qu'il y a des personnes comme par exemple, bon, ma mère, c'est pas la même génération, mais des personnes comme ma mère qui ne sont pas habituées et elle est encore méfiante, soit par rapport aux réseaux sociaux, ou même, je pense à ma meilleure amie qui est sur les réseaux sociaux, mais des fois, elle découvre des choses du marketing grâce à moi, en fait. Et tu sais, donc elle me dit, en stratégie ou mensonge? Je lui ai dit, de mon point de vue personnel, je vois ça comme un mensonge. Mais c'est vrai que ça rentre comme une stratégie, mais après, c'est une question de point de vue. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent encore se faire avoir facilement. Et je sais que moi, il y a cette chose que je déteste, déjà, c'est le manque de respect. Mais ensuite, qu'on prenne les gens pour des poires, tu vois, pour des abrutis. Et je trouve que ça, c'est une des déviances, en fait, des réseaux sociaux. Prendre les gens pour des abrutis. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dangereux. Donc, d'accord. Donc toi, tu prônes plus une sorte de coaching, on va dire, responsable. C'est pas ce qu'on peut dire. Oui, j'aime bien ce mot. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et conscient peut-être, responsable et conscient. Ouais. Oui, exactement. Non, je suis vraiment d'accord avec toi sur cette partie-là. Il y a des stratégies qui parfois en fait sont même interdites, tu sais, par exemple, le follow sur Instagram, ce genre de choses, c'est même interdit, mais il y a des gens qui le font quand même. Donc c'est sûr que c'est pas le genre de choses à faire. Non, c'est clair. Alors, justement, encore dans ce game des coachs, que penses-tu de la place justement des coachs? Alors, j'aime pas du tout ce terme, les gens utilisent souvent racisé, mais j'aime pas du tout ce terme. Ouais, moi aussi,
Déjà, je le comprenais pas, et ensuite, ouais, juste le mot me hérisse le poil, mais ouais. Et c'est pour qu'on se comprenne un peu plus. Oui, Mais oui, on va oui. dire coach d'origine afro ou afro-descendant, ou d'autres origines, hein, mais qu'est-ce que tu penses de la place peut-être des coachs, on va dire comme toi, dans une société, par exemple, société québécoise, on va dire majoritairement, logiquement blanche, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile ou finalement non, Ben, tu as différents types de clients, de oui, clientes? j'ai différents types de clients-clientes, mais quand même, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que je connais d'autres coachs ou entrepreneurs noirs qui sont ici, qui m'ont parlé de leurs expériences où ils ont l'impression qu'ils doivent se battre plus que les autres. C'est plus que les blancs, par exemple. Ou se faire leur place, ou se défendre. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'expérimente. Alors, deux choses, peut-être trois. Soit ça m'est pas encore arrivé, ou soit je ne le vois pas parce que, un, je suis naïve, ou deux, c'est peut-être parce que je fais mes trucs sans me préoccuper vraiment des autres. Et alors, je pense que c'est peut-être entre la naïveté et je fais ce que j'ai à faire. Mais donc les personnes qui viennent à moi, oui, sont des personnes de toutes origines, oui, mais majoritairement des personnes noires et puis des personnes des Antilles aussi. Mais les personnes, par exemple, blanches qui sont venues à moi, tu sais, ce sont déjà des amis ou des références ou peut-être des personnes qui m'ont trouvé via mon site web, mais qui sont pas nécessairement au Québec, par contre, tu vois. Mais ouais, non, j'ai pas encore eu à expérimenter ça. Mais peut-être aussi que il n'y a pas. C'est peut-être ça qui fait aussi que certaines personnes ne sont pas encore venues à moi ou ne viennent pas à moi. Mais ouais, personnellement, j'ai pas eu cette problématique. Ouais. Pas encore, en tout cas. D'accord. Parce que souvent, on parle de. Il y a des gens qui parlent justement de ces difficultés-là par rapport à la société là où on se trouve. Que ça peut être plus compliqué pour des entrepreneurs ou des coachs en fait racisés en fait. Enfin, j'aime pas ce terme pour qu'on se comprenne. Donc non, ça, je suis content que tu n'aies pas encore expérimenté ça et c'est aussi peut-être dû à ce que tu dégages. Peut-être que tu dégages une énergie universelle, c'est-à-dire il n'y a pas tu rencontres pas de frontières où les gens ne voient pas de différences ou difficultés. Non, exactement. Et puis, encore une fois, ta question est super. Enfin, ce que tu dis plutôt, c'est super intéressant parce que souvent, tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qui revient. Et puis, tu sais, quand on demande, dans la communauté noire ou afrodescendante, telle chose. Et enfin, je ne sais pas si tu avais vu, je sais pas si tu étais sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais début janvier, j'ai participé c'est une amie entrepreneur qui est guadeloupéenne aussi, qui avait organisé, c'était le premier sommet de la femme créole. Et d'ailleurs, qui a valu certains, pourquoi femme créole, pourquoi pas noire, et tu sais, ça a amené un grand débat. Mais c'était pour la femme créole. Comme souvent, c'est ça. Mais de toute façon, comme on a expliqué aux gens, peu importe le terme qu'on aurait choisi, il y aurait toujours eu quelque chose, donc on est allé avec femme créole, et voilà. Exactement. Et donc, parmi les sujets qu'on amenait, c'était justement la place de la femme noire ou antillaise dans l'univers entrepreneurial. Et je me souviens, il y avait une autre coach, mais je ne me rappelle plus laquelle. Mais elle et moi, on était on avait le même discours et c'est que moi, c'est ça, j'ai jamais été, même si j'ai grandi en Guadeloupe et que j'ai grandi ici avec des Noirs, que je fréquente des Noirs, j'ai jamais eu, comme on va dire, ce besoin de retrouver nécessairement des Noirs partout où j'allais. Et je me rappelle quand je suis partie faire mes études, quand j'ai quitté la Guadeloupe pour aller en France, ma mère me reprochait de ne pas me rapprocher d'associations d'Antillais comme nous, ou même en arrivant ici. Et je lui disais, mais tu sais, je pars dans un autre pays, c'est pas, j'ai rien contre mes compatriotes, mais je dis, mais je pars pas dans un autre pays à la découverte d'autres choses pour me retrouver avec mes semblables, absolument. Après, tu sais, ici au Québec, quand on rencontre des Antillais, je suis trop contente quand j'entends d'autres personnes parler créole. Tu sais, je me retrouve, je dis, ah, excuse-moi, toi, tu viens de la Guadeloupe. Ça fait super plaisir. Mais tu sais, je suis jamais allée à un festival caribéen. Bon, déjà, c'est parce que j'aime pas la foule, déjà. J'ai comme une petite phobie, c'est une petite insécurité. Agoraphobie. C'est ça. Mais
bon, ouais, T'avais pas eu ce besoin-là. Exactement, j'ai pas ce besoin-là, mais ça veut pas dire que je rejette qui je suis ou je rejette mes compatriotes antillais. Et donc, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est quand tu parles d'énergie universelle, parce que moi, quand je parle à quelqu'un, je vois juste la personne. C'est au bout d'un moment, comme si je me réveille, je me dis, ah, cette personne est noire, ah, cette personne est blanche, ah, elle est asiatique. Mais je vois l'individu avant, et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais, qui me le reprochent, ou vont me dire, oui, tu sais, bon, aux États-Unis, bon, tout ce qui s'est passé avec les Noirs qui se font tuer par des policiers et tout. C'est des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu prends pas position. Je dis, ce n'est pas que je ne prends pas position, mais j'ai dit, avant tout, je vois que c'est un être humain qui s'est fait tuer. Après, quand on remet les choses dans le contexte, je dis, c'est sûr que oui, ça aurait été un blanc, on n'en serait peut-être pas arrivé là. C'est sûr qu'il y a un problème qu'il faut souligner. Mais voilà, c'est ça. Moi, je suis plus en mode universel, mais c'est que je vois l'être humain avant tout. Et puis même plus jeune dans ma famille, mes tantes, elles me disaient, tu verras, parce que moi, c'était tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Elles me disaient, tu verras quand tu partiras en France, quand tu seras confronté au racisme. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, j'ai été confrontée à quelques épisodes racistes, mais jamais comme certaines autres personnes que je connais où il y a vraiment eu des insultes, où il y a des gens qui m'ont ignoré à Toulouse quand j'ai dit « Excusez-moi, j'aimerais un renseignement », me passaient dessus. Ils ne me regardaient pas. Et c'est après coup que je me disais « Est-ce que c'est parce que je suis noire ?» Mais ça venait genre en seconde ou troisième pensée, pas en première pensée. Donc peut-être effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose d'universel qui fait que je n'ai pas encore été confrontée à ça de façon aussi brutale que certaines autres personnes. Mais ça dit peut-être que ça arrivera. On n'espère pas. Non, l'un de tes leitmotivs, on va dire, c'est de se lancer. Tu en as d'autres, mais j'ai retenu se lancer. Qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui justement est dans le salariat et qui a envie de poser sa dème? Comment poser sa dème en fait quand tu es face à des envies à la fois de se lancer, mais aussi tu as cette contrainte-là peut-être financière où tu peux pas partir comme ça, il y a les conjoints, il y a la famille, etc. Ok, ouais, super question. L'impulsif en moi avant aurait dit démissionne tout de suite, parce que bon, moi je l'ai fait quand quelque chose ne me convenait pas, je partais. Moi c'est bien simple. Je vais rester poli, mais tu me fatigues ou je sais pas, ça marche plus, je m'en vais. Je me disais que je veux pas perdre mon énergie, en fait, à continuer quelque chose qui ne me convient pas. Maintenant, la personne la plus sage te dira, gère bien les choses, surtout quand il y a l'aspect financier. Et c'est vrai qu'au final, je l'ai fait sans m'en rendre compte, mais avec la massothérapie, parce que j'aurais pu faire ma formation en 2 mois. Et ça aurait été donc, pendant 2 mois, ça aurait été bouclé. Mais j'ai voulu continuer à travailler pour continuer à assurer ma partie des revenus. Donc, j'ai choisi une formation plus longue qui était en soirée et en fin de semaine pour avoir un emploi. Donc, par rapport à tout ça, si on veut poser sa démission, c'est déjà ne pas faire comme moi, ne pas se reposer que sur ses économies. C'est peut-être d'essayer de voir d'essayer de continuer à trouver de la joie dans son logement, dans son emploi. En fait, déjà, attends, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est de se donner une date d'échéance, parce que ça aussi, ça aide beaucoup de savoir c'est que tu as une date et où tu te dis, OK, quand tu as un contrat, tu sais qu'il va prendre fin, c'est plus facile, ça te fait tenir. Après, quand c'est un emploi permanent où il n'y a pas de durée de date de fin, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est se donner une échéance, se dire, OK, à telle date, je décide que je ne serai plus en emploi, je vais me lancer. Et à partir de là, tu prépares ta démission, mais c'est qu'entre-temps, ça risque d'être dur parce que si tu veux démissionner, c'est que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, ça veut dire que tous les jours, ça doit être un peu difficile. Donc, le temps qui te reste à passer, c'est d'essayer de trouver de la joie dans ce que tu fais. Ou à la limite, si tu ne trouves pas de joie dans ton emploi, de faire des choses en dehors qui t'apportent de la joie. Mais surtout, c'est de vraiment shifter son mindset aussi et de se dire que de voir cet emploi comme étant
une source qui nous permet déjà de préparer, peut-être commencer à mettre de l'argent de côté pour, ok, peut-être que j'aurai besoin d'investir dans telle chose, d'investir dans du coaching, d'investir dans tel matériel. Donc, dire merci en fait à cet emploi, même si on ne l'aime pas, mais de le voir comme étant une source en fait qui nous permet de commencer à construire notre entreprise alors elle est même pas encore née. Et donc, au moment de poser sa démission, c'est ça. Peut-être faire en parallèle. Oui, au départ. Oui, c'est ça, parce que justement, c'est bien que tu m'as devancé, parce que j'allais y venir. Et puis, rien n'empêche de commencer. Et puis, moi, c'est ce que je faisais. Bon, c'est sûr que j'avais déjà je massais déjà, mais je continuais quand même à avancer sur ma formation. Le midi, au lieu de manger avec mes collègues tous les midis, je me bloquais certains midis pour réviser ou pour travailler sur quelque chose. Donc, on peut concilier les deux en y consacrant même que 30 minutes par jour. Peut-être pas tous les jours, mais genre du lundi au vendredi ou quelques fois dans la semaine. On peut avancer et surtout réussir à maximiser son temps. Et puis, et c'est ça. Et puis, quand tu poses ta démission, ça fait que tu sais que ton projet, même s'il n'est pas forcément archi clair ou super structuré, au moins tu as déjà une direction. Et puis, tu sais, tu vas pas genre juste poser ta démission et t'asseoir là et te dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu peux poser la question aussi, c'est correct, hein, mais au moins, si tu peux avancer parallèlement à ton emploi, fais-le. Et après, le moment venu, tu donnes ta démission quand tu te sens prêt. Hein. D'accord, merci pour ces conseils-là. On va parler de tes programmes parce que on n'a pas parlé depuis le début. Quels sont tes programmes d'accompagnement des mamans qui souhaiteraient te contacter ou pour ton accompagnement? Oui, en fait, j'allais dire principalement, là ce ne sera plus principalement, mais c'est que j'ai commencé avec du one-on-one, donc des accompagnements individuels et vraiment personnalisés. Donc, je le fais encore parce que j'adore le one-on-one, je trouve que tu crées une connexion plus forte et puis forcément on a des résultats plus rapides et plus importants quand on travaille en individuel. Donc là, c'est ce que je fais et puis je m'adapte vraiment à la personne, mais ce que je propose, c'est soit qu'on travaille ensemble pendant 4, 8 ou 12 semaines. Il y a quelques rares personnes à qui je vais proposer 24 semaines, donc 6 mois. C'est quand là, je vois qu'il y a vraiment un gros travail de mindset à faire avant qu'on ne plonge à fond dans l'entreprise. Mais c'est ça, c'est que j'accompagne les personnes autant dans leur bien-être personnel, ou si on veut apprendre à s'affirmer ou à s'organiser, mieux organiser le quotidien, la famille. Donc, je les aide autant avec ça qu'à lancer leur entreprise, démarrer leur entreprise. Parce que souvent, on me dit, je veux me lancer, mais je ne sais pas par quoi commencer. Alors, soit je ne sais pas quoi faire, quelle est la prochaine étape, comment trouver l'idée. Et donc, je les aide vraiment à éclaircir leurs idées et puis structurer les choses et puis vraiment concrétiser leur projet et après le lancer. Donc, ça, je fais en one-on-one. Et justement, au mois d'octobre, je vais lancer mon premier programme où ce sera un programme de 7 semaines où ce sera pour aider justement des femmes ou des hommes aussi, mais pour aider les personnes à démarrer leur activité en ligne, mais tout en apprenant à concilier ça avec la famille parce que tu peux vite te perdre dans ton entreprise, mais de notre côté, tu peux te limiter aussi par rapport à ta famille. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir. C'est sûr que ta famille reste ta priorité numéro 1, ça c'est clair et net. Mais dans le meilleur des mondes, quand tout va bien, je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir, à sacrifier l'un aux dépens de l'autre. Donc c'est vraiment de les aider à leur donner les outils pour se lancer et en même temps leur donner ce qu'il faut pour créer ça avec sérénité. C'est vraiment ça, sérénité et harmonie. D'accord, mais ce seront des cours sur Internet ou des accompagnements vraiment ce sera en ligne. Donc là, c'est ça, ce sera en groupe, en ligne, où pendant 7 semaines, en fait, il y aura une portion cours en ligne où les personnes auront accès à des exercices, on va dire, de renforcement à faire, en fait, à leur rythme à n'importe quel moment. Et pendant 7 semaines, donc une fois par semaine, on aura des coachings et ou ateliers où on va travailler sur des points spécifiques, comme par exemple d'où partir, donc comment trouver son idée,
à qui on s'adresse, donc comment définir la personne à qui on veut s'adresser. Mais des choses aussi plus techniques comme quand on va parler de lancement, comment bâtir sa page de vente. Ou voilà, il y a ça comme outil marketing, mais choisissez ce qui vous convient parce qu'il y a plusieurs méthodes en fonction de telle plateforme. Mais tout ne convient pas à tout le monde. Donc, et c'est aussi apprendre à se respecter soi, son fonctionnement dans toutes ces choses qu'on nous propose. Donc, on va beaucoup travailler sur ça. Ok, super. Et où est-ce que les gens peuvent se retrouver justement pour aller, pour peut-être réserver Ouais, je suis davantage présente sur Instagram, mais on peut aussi me joindre sur Facebook et c'est le même nom d'utilisateur pour les deux. Donc, c'est Véronique Gauthier Coach. Donc, tout attaché, pas de point et pas de H à Gauthier. Donc, Véronique Gauthier Coach. J'ai aussi mon site web véroniquegauthier.com qui doit être mis à jour, mais on peut quand même me contacter par là parce que là, il est orienté multipotentialiste, mais je vais le remettre à jour par rapport à ce que je fais actuellement. Donc, c'est ça. Bien. Ok, très bien. J'encourage tous nos auditeurs à aller sur tes différents réseaux sociaux et sur ta page internet pour l'accompagnement super intéressant et qui vont exposer vos ventes et vos, et vos projets. Oui, donc, en tout cas, merci super. beaucoup. C'était super intéressant comme discussion et puis on n'a pas terminé. Ah, pardon, ok. Comme tu as dit, c'était super c'est... intéressant. Je pensais que c'était fini. Non, je veux dire, ce sera super intéressant d'avoir qu'ils puissent te suivre pour ça. Donc, je demande à mes interviewés de proposer un conseil pour la nouvelle génération. Est-ce que tu aurais un conseil, une bouteille à la mer pour une génération de jeunes femmes qui voudraient faire la même chose que toi ou qui voudraient se lancer ou autre chose Ouais. C'est vrai que je constate déjà quand même que dans cette génération, ils sont beaucoup plus fonceurs que les gens de ma génération. Donc, c'est vraiment... Je trouve que il y a moins de peur et puis je fais, ça marche pas, puis je vais essayer. Donc, ce que je pourrais dire, c'est si vous le faites pas déjà, si vous le faites déjà, je vous dirais continuez, mais si vous le faites pas déjà, lancez-vous parce que s'il y a une chose que j'ai apprise et que j'apprends encore, c'est que au-delà de la peur, il se trouve une possibilité de possibilités. Et en fait, c'est que la peur, c'est vraiment illusoire. Je vous dis ça, mais j'ai encore peur de certaines choses. Et je travaille dessus. Et des fois, je ferme juste les yeux, je me lance et je me dis, ah, ok, je suis encore là. Donc, c'est ça. Si je peux vous donner un conseil, c'est lancez-vous. Un petit peu, faites avant et voyez après. C'est peut-être pas un bon conseil, mais c'est que plus vous allez attendre, plus vous allez laisser de la place à la peur, au doute, à l'incertitude, aux commentaires des gens qui vous diront « Mais non, mais faut pas y aller, tu vas échouer. » Et puis, les gens nous disent souvent ça par amour, mais ce sont des personnes qui n'ont pas fait plus que nous. Donc, on peut pas vraiment écouter ces gens-là. Faut pas les écouter. Surtout la famille, non? Surtout la famille. Spécialement la famille. C'est parce qu'ils nous aiment. Exactement. Ça donne lieu à beaucoup de disputes. J'ai eu de grosses disputes avec ma mère. Mais après, une fois qu'ils nous voient lancer, et même si on fait n'importe quoi, mais souvent quand ils nous voient lancer et qu'on est bien, ça va, ils disent plus rien, ils observent, et puis après ils commencent à encourager, à s'intéresser. Mais vraiment, suivez votre cœur, et je sais qu'il y a souvent cette bataille entre la tête et le cœur, et je sais que des fois c'est pas facile d'écouter son cœur, mais demandez-vous vraiment, au-delà de la logique, de ce qui semble cohérent, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et si ça paraît différent de tout ce que la société nous a enseigné, c'est pas grave. Allez-y parce que si vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes ou qui vous êtes destiné à être, tout ce que vous aurez, c'est une vie de regret, une vie de j'aurais dû, et si. Donc, en plus, vous êtes jeune, vous avez vraiment toute la vie devant vous, donc allez-y, c'est maintenant. Vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui vous encouragent à le faire maintenant, ce qui n'a pas été mon cas. Donc allez-y, faites-le, et puis on a une seule vie terrestre, peut-être pas, paraît-il qu'on se réincarne, mais en tout cas physiquement, là, comme on est nous, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une seule vie, donc profitez-en, et puis vivez-la à fond. C'est lancé. C'est ça, sans vraiment se soucier de...
oh, mais telle personne dira. Il y aura toujours des gens pour dire, de toute façon. Tant que l'humain sera humain, il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. Donc, go for it! Non, super, super. Merci pour toutes ces valeurs. Merci pour ta joie de vivre. Merci pour ton énergie. Avec plaisir. C'était super d'échange avec toi et je suis sûr que nos auditeurs vont adorer cet épisode-là. Que j'ai probablement proposé en 2 épisodes, tellement ça a été riche en valeurs. Non, c'était vraiment super. Alors, c'est presque fini, mais pas totalement. Je termine toujours donc avec des questions enchaînées, les questions en rafale. Okay. Donc, tu as très peu de temps pour répondre à ces questions-là et vraiment il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est vraiment pour qu'on apprenne à mieux te connaître et aussi être en rapport avec tout ce que tu nous as dit. Okay. Alors, dis-nous Véronique, quelle est la première chose que tu aimes faire en te levant le matin? Première chose que j'aime faire, remercier l'univers pour cette nouvelle journée. J'ai dit, attends, je fais ça. Non, remercier l'univers vraiment pour la nouvelle journée. D'accord. Qui est ton modèle? Ça peut être la famille ou autre. Ouais. Oh là là. Là, je te fais travailler aujourd'hui. Oui, tu me fais travailler. Qui est mon modèle? Oh mon Dieu. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment de modèle. Non, mais si tu peux ne pas avoir de modèle, ça peut être toi-même. En fait, j'ai pas un modèle en particulier. Non, je dirais je passe. J'en ai plusieurs, mais pas un spécifiquement qui se démarque. Est-ce que tu peux juste donner un nom d'une personne, plutôt dans l'entrepreneuriat, qui t'inspire, par exemple? Oui, Marie Forleo. C'est une coach américaine qui est multipotentialiste aussi. Et elle aussi, faites ce que vous avez à faire et go for it. Ok. Quel est le seul livre ou objet que tu emmènerais avec toi sur une île déserte? Mon laptop. Pour écrire. Ok. D'accord, tu as le droit, je peux comprendre. Mais il n'y aura pas d'électricité, donc... Mais c'est ça, parce que je me dis, où est-ce que je vais le brancher? Alors, je vais compter sur l'énergie solaire. Ah, super. Il y a l'univers qui est avec toi, donc ça compte aussi. Tout à fait. Alors, c'était quand la dernière fois que tu as fait une chose illégale? T'es pas obligé. Je dirais la semaine dernière. D'accord, on te demandera pas quoi. C'est ça. Ok. Quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, c'est être bien dans sa vie, faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Ok, super. Alors, je suis une maman et je souhaite me lancer, mais mon mari n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Tu poses le pied à terre et tu lui dis « This is my life, ok ?» Non, discuter avec lui, lui expliquer ton point de vue. S'il n'est pas d'accord, lui dire que c'est ta vie, ta décision, que tu feras avec ou sans lui. Et puis, c'est ce que je dirais. Ok, super. Alors, dernière question. Quelle est du coup la dernière chose que tu as l'habitude de faire avant d'aller dormir? Remercier l'univers pour la journée qui s'est terminée et que mes enfants, ma famille, moi, qu'on soit en bonne santé et pour les apprentissages. Super. Ouais. De ces questions-là, j'apprends que tu es vraiment une personne universelle. Fais confiance à l'énergie universelle pour t'accompagner dans aussi de la famille un petit peu, mais surtout l'univers qui t'accompagne tous les jours et pour ça, on te remercie de nous avoir consacré un peu de ton temps. C'était très précieux et voilà, j'espère que nos éditeurs vont t'adorer. J'espère aussi, mais surtout qu'ils vont recevoir beaucoup de valeur et puis que s'ils ont une épine dans le pied, que ça leur permettra d'enlever cette épine et puis de prendre conscience que voilà, nos rêves sont à notre portée, ça n'a rien d'utopique, rien d'illusoire, c'est vraiment, on peut faire de notre vie ce qu'on veut, mais comme je dis, tant qu'on a nos capacités, nos facultés mentales et physiques, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais tant qu'on a toutes nos facultés,
on peut faire ce qu'on veut de notre vie et on devrait. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr, mais il faut être prêt en fait à le faire preuve de résilience, de patience, de détermination, et, d'amour pour soi-même aussi, surtout parce que c'est très dur envers soi-même aussi. Donc, ouais, j'espère Très, aussi. très bien. Et puis merci à toi pour l'opportunité, c'était cool, c'était vraiment super. Merci, j'espère que tu as apprécié ce moment avec nous Oui. Et encore merci beaucoup. Oui, super question, j'ai adoré. Ce sera le mot de la fin. Merci. Super.